J'essaye de ne pas être happé par les extraits de films, bien que les connaissant, qui sont vraiment tentants. Donc ici, les temps modernes avec les machines, les machineries. Et puis, en face, pour faire un dialogue entre le film et les œuvres, des photographies. Je découvre ça, hein. Powerhouse mécanique, mécanicien de centrale électrique, une photo de 1920. C'est exactement ce qui correspond à la séquence du film des temps modernes en face, là, lorsque Charlot fait tout péter. Il est bien ce Charlot. Il est candide et puis il dynamite tous les systèmes, quoi. Le productivisme, bon, pour moi, ça commence fort parce que Les temps modernes, c'est mon film préféré de Charlie Chaplin dans la série des Charlots. Le seul où on entend Charlot non pas parler mais chanter à la fin du film. Et puis effectivement la critique du travail à la chaîne. Les critiques sont nombreuses dans ce film-là. Et alors, c'est d'une actualité puissante, quoi. Les photos sont impressionnantes. Le type, il a une clé anglaise, un truc énorme, et il visse ça à la main. On y croit à peine, quoi. Tellement c'est... Les gars qui faisaient ça, ils avaient du mérite, hein. Les chaînes de montage, là je sais pas ce que c'est comme usine. Les photos sont chouettes. Et puis voilà, des tableaux, de la peinture. Enfin, Moholy-Nagy, alors un artiste russe, un des constructivistes, hein, c'est ça. Et un titre, il est hongrois, Moholy-Nagy. Lui et son frère, je ne sais plus comment il s'appelle, Pevsner, Anton Pevsner. J'ai fait des études, c'est des vieux souvenirs de la fac d'art plastique, ça. Alors le titre, c'est Die große Gefühlsmaschine. Ça veut tout simplement dire la grande machine à émotion. Sur toile, brute. C'est très dadaïste, hein, les chiffres, les lettres, le collage. Et puis les machines, c'était vraiment... les gars, les artistes à l'époque étaient scotchés par les machines, hein. On se souvient de Fernand Léger qui avait été appelé sous les drapeaux pendant la guerre de 14-18 et qui avait été effaré par la boucherie, mais qui en même temps restait ébahi par, je ne sais plus comment il le disait, mais par la beauté d'un canon de 75. Il y avait un truc bizarre et choquant et en même temps trouver cette machinerie effarante et effrayante et belle en même temps, tellement elle faisait peur. C'est ici Kupka, František Kupka, c'est un tchèque je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Machine comique. On est vraiment dans la partie du... Il me semble où là, les tableaux sont en résonance complète avec l'œuvre qui est diffusée en face pendant ce temps-là, quoi. Les engrenages, les machines froides dont on sait qu'elles vont prendre le travail des hommes, hein, déjà. Toujours Kupka. Kupka, c'est un peintre vachement important, hein. C'est l'autre père de l'abstraction, et enfin ça se voit pas ici, mais c'est souvent Kandinsky qu'on cite, mais Kupka est aussi important en tout cas dans la découverte c'est en même temps que Kandinsky le type qui franchit le pas et qui ose faire des tableaux abstraits. Il fallait oser à l'époque, finalement. C'est pas évident maintenant, mais...
Bonsoir. On rentre dans l'espace jeunesse, dans l'espace pour enfants. Ah non, il y a des affiches. On peut s'asseoir. Et il est super cet espace dans l'expo. Là, il faut tirer un coup de chapeau melon à la scénographie. Parce qu'on est on est au plein milieu du patio, sous la grande verrière de la partie la plus ancienne, je crois, hein, je suppose, du musée, celui qu'on appelait le musée des Beaux-Arts, il y a encore quelques années. Mais maintenant, ça doit être ringard de dire ça, c'est le musée des Arts, attention, ça change tout. Et on est en plein milieu, là, il y a ce bel espace qui doit être ouvert comme un diaphragme, je suppose que ça doit être ça l'idée, d'un appareil de cinématographie, hein, je suppose. Ça doit être ça, ou d'un appareil photo. Et puis des affiches. Alors les affiches, moi je ne les connais pas toutes parce qu'il y en a eu des tas de variantes différentes. Elles sont chouettes, elles sont rigolotes. Et pour le dessinateur que je suis, qui s'est posé la question de savoir comment dessiner Charlot, en particulier, et Chaplin plus généralement, évidemment, revoir ça. Je ne les avais pas trop regardés. Ça paraît une banalité de dire que j'ai pas voulu être trop influencé, mais c'est vrai que j'ai pas voulu trop regarder mes petits camarades qui avaient fait. Hein. Je suis pas le premier à faire un bouquin sur Chaplin, je suis peut-être pas le dernier non plus. Il y en a d'autres. Il y a même un bouquin qui est sorti en même temps que le nôtre, curieusement. Nous, pour faire l'album, le scénariste en tout cas, lui est allé demander à la famille l'autorisation. Ce qui nous a valu des compliments de la famille, parce que le scénario était juste, honnête et respectueux. En même temps, le scénariste avait dit qu'il voulait faire une BD qui soit assez critique, enfin qui ne soit pas que flatteuse vis-à-vis de Chaplin. Et par moments, il a fallu un peu... C'était pas évident à traiter avec les ayants droit. Ça, c'est le jeu. Oui, alors je disais ça parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à dessiner, je ne me suis pas trop posé la question. J'avais les films en tête, j'avais les films en mémoire. Pas tous, il y en a que je ne connais pas, j'avoue que je n'ai toujours pas vu. Et puis je savais qu'on allait faire raconter la vie de Chaplin et qu'on allait finalement assez peu voir le personnage de Charlot. Si ce n'est le moment où Chaplin invente Charlot, qui est quand même une séquence pas facile à dessiner, parce qu'en haut de la page c'est Chaplin, et puis en bas, il s'est grimé. Alors, on comprend sa démarche, il cherche à opposer une veste très serrée avec un pantalon trop grand, enfin il cherche les contrastes et les oppositions. Et puis il crée, avec ce qu'il trouve dans un vestiaire, dans des loges, il trouve les accessoires pour créer le personnage de Chaplin. Il est grimé, ça y est, c'est bon. Enfin, c'est dans l'album, pas dans celui-là, ne pas se tromper, dans celui-ci. Je ne sais plus à quelle page c'est, et puis à un moment il sort et puis il dit ah, c'est pas tout à fait ça, je ne l'ai pas encore, le personnage. Et puis il se met à mimer, il se met à marcher avec sa canne, et puis il se met à marcher comme ça. Il dit ouais, là je crois que c'est bon, là je crois c'est ça. Et il se pointe sur le plateau de cinéma et il raconte un petit peu comment il sent le personnage. Il vient de le créer en quelques instants, il n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Puisqu'il est arrivé, on lui a dit vite, là il y a un trou, il faut que tu nous crées un personnage. Et ça lui vient comme ça, il pense à ce personnage avec toute... qui va gagner en épaisseur après, mais qui a déjà cette personnalité qu'on lui connaît. Et il commence à jouer devant les caméras de façon improvisée. Et tout le monde se marre dans le staff, dans les équipes qui filment, tout le monde est mort de rire. Et là, il est évident qu'il a créé quelque chose, il a inventé le personnage de Charlot ce jour-là, quoi. C'est étonnant, hein, quand même. C'était une séquence assez chouette à faire, pas forcément la plus facile. Notamment par le fait que, hormis sur les affiches, qui racontent bien ce qu'elles veulent, dans les films, Chaplin, Charlot, il est en noir et blanc, évidemment.
Donc on ne sait pas la couleur de ses vêtements. Alors il y a quelques photos qu'on a finalement réussi à retrouver. C'est pas une information capitale hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il a un melon qui est noir, il a une veste qui est sombre, il a un pantalon qui est... peu importe, à la limite, c'est pas trop grave. Je suis en train de regarder les photos qui sont fascinantes, hein, parce que il y a très peu de photos de son enfance. On fête donc le 130e anniversaire de sa naissance, il y a 130 ans. Et voilà, j'ai fait tout le premier tiers de l'album avec cette photo-là, quoi. J'avais que ça, quoi. C'est dire si j'avais une certaine liberté, et c'est tant mieux. Alors Chaplin, c'est vraiment un beau jeune homme. Hein. C'est pas un type qu'on caricature facilement. Autant Charlot, évidemment c'est facile. Hein. Des gros sourcils, une moustache, le chapeau. Même si tu n'as pas chopé la démarche, même si tu fais un dessin statique, on le reconnaît, le Charlot. Mais Chaplin, lui, le dessiner, regardez, c'est un bel homme. Hein. D'ailleurs, il y a du succès auprès des femmes. Et alors il a un truc, c'est qu'il a une dentition un peu marquée. Je me demande si c'est pas pour ça qu'il a inventé cette moustache pour cacher un peu les dents de la mâchoire supérieure un petit peu en avant. Et je voulais pas insister là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que dans mon dessin, si j'avais insisté là-dessus, ça lui aurait fait des dents de lapin et je pouvais pas. Enfin, ça collait pas, quoi. Donc il a fallu que je ruse pour pas trop montrer comme ça apparaît sur certaines photos, pas sur toutes, hein, elles sont peut-être choisies, je ne sais pas. Souvent une photographie bouche fermée, c'est marrant. Il ne sait jamais faire les dents, hein, comme d'autres l'auraient fait peut-être, ou le feraient aujourd'hui. Non, évidemment, c'est un bonhomme incroyablement attachant, quoi. Avec des contradictions, hein, les relations avec les femmes, c'est quand même pas évident, quoi. On voit bien que il se rend compte lui-même, il en est un peu victime, mais il se rend compte que les jeunes femmes se jettent dans ses bras, hein, d'une certaine façon, et qu'elles veulent toutes faire du cinéma. Alors, je ne connais pas, moi, Morton Sandberg, un peintre américain. Un téléphone de 1918. Oui, le cubisme un peu décoratif, le cubisme un peu coloré. Les fameux téléphones chandeliers, ceux qu'il y a dans la série, dans les Incorruptibles. Là, on voyait les personnes, les flics, parler, mouliner pour... c'est rigolo. Et puis les collages, oui, les collages de Raoul Haussmann. Là, on est en plein dadaïsme. Un artiste que je ne connais pas, un artiste russe. Je croyais que c'était Georges Braque, mais non, c'est Ivan Vassilievitch Klioun, un artiste russe, l'horloger. Je ne connaissais pas. Et là, un extrait d'un film de Frisland, bien sûr, Métropolis, oui, évidemment, pardon, je n'avais pas reconnu. Oui, effectivement, le rapport est assez évident. Je lis pas bien l'allemand, hein. Papa, je ne saurais pas vous faire la traduction. Plein de photos, des films expérimentaux. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'approche, hein, parce que je vois pas bien. Oui, le fameux film abstrait de Fernand Léger, je ne l'avais jamais vu. J'avais étudié ça à la fac. Le ballet mécanique, voilà, c'est ça. Ah, dis donc. Le ballet mécanique, premier film en noir et blanc, sans scénario, c'est ça, composé par le peintre. Un film abstrait dans la mesure où, oui, il est fait sans scénario. Ah, dis donc, je l'avais jamais vu. C'est un moyen métrage, 35 minutes. Non, 35 mm, pardon, attendez, 16 minutes, voilà. Chorégraphie à l'esprit dada et surréaliste. Ah là, pas mal, hein. Je l'avais jamais vu. J'ai pas regardé d'où venaient les œuvres, mais ça vaut vraiment le coup, hein.
Ça vient du centre Georges Pompidou à Paris. On va aller voir plus loin. Les constructivistes, on était dans la... Je ne l'ai pas pris dans le bon ordre. Les constructivistes russes. Hein. Alors ça, c'est les costumes, non? Qu'est-ce que c'est? Portrait d'une jeune fille américaine dans l'état de nullité. C'est une bougie automobile. Picabia, évidemment. L'excellent Picabia, moi, j'aime bien ce mec-là. Quel iconoclaste. Francis Picabia, copain de Marcel Duchamp. Enfin, il est connu, hein, bien sûr, évidemment, dans le... Mais je trouve qu'on pourrait lui accorder une plus large place. J'aime bien sa peinture et ses collages. Dans l'esprit d'Adar, à fond, hein, avec les calligraphies, les poèmes écrits qui dessinent des choses. Et puis là, on arrive dans les photos surréalistes, dérangeantes, qui font mal un peu. Photographie publicitaire, mais non, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment une photographie publicitaire, c'est drôle. Pour un fabricant de pièces métalliques de précision. J'ai l'impression que la personne qui tient les accessoires va te blesser. Je pensais que c'était une photo surréaliste, comme beaucoup, où il y a des clous, où il y a un fer à repasser avec des clous. Photo de Man Ray. Puis là, Max Ernst, assez fameux. D'où vient-il? De Düsseldorf. Voilà. Voilà. Il faut aller à Düsseldorf pour le voir, habituellement. Et là, on a la chance de le voir à Nantes, dans l'expo. Alors le lien commence à être... le lien est peut-être un petit peu lointain avec Chaplin. C'est un mannequin, personnage mécanique, robotisé. Oui, on est en plein dans les parties mécaniques. On va aller voir un petit peu plus loin. On va traverser cet espace-là. Alors, un extrait de... Les gens rient. Les gens rient, toujours, et encore, à Chaplin. Ça, c'est le Kid. Alors, pourquoi traduire le gosse? Ça a toujours été le Kid. S'il y a bien un titre qui peut rester en anglais, c'est bien celui-ci. Ça y est, on arrive en plein surréalisme, les objets surréalistes, le violon emballé, Magritte, la table avec les pattes. Je ne sais plus de qui c'est tout ça, le téléphone écrevisse. Là. Ça plairait à François de Rugy, ça. Magritte, Duchamp, Man Ray, bien sûr, et un certain Maurice Henry. C'est ça, l'hommage à Pagani, c'est le violon emballé dans de la gaz. Alors après, on trouvera le lien qu'on veut avec l'œuvre de Chaplin. Là, c'est plus évident parce que Chagall a vraiment représenté Chaplin. « 76 ». Ah, c'est vrai qu'il est mort. Il a vécu près de 100 ans, Chagall, en fait. Je ne m'étais pas rendu compte. Il est mort en 1985 seulement, et là, le tableau date de 76. Ah ouais, je ne connaissais pas du tout celui-ci. Mais on reconnaît bien Chagall, hein. Qui joue du violon, évidemment. Chaplin qui jouait du violon, effectivement.
On ne voit pas beaucoup dans ces films jouer du violon, il me semble. Je ne sais plus. Chagall encore. Et puis ici, oh, un Dali, excusez du peu. Un Dali, mais alors c'est quoi? C'est un dessin? C'est un grand dessin sur un vélin de 1932 sur papier craft. Un grand Dali, le cannibalisme des objets. Ah bah oui, on reconnaît bien ces formes allongées, proéminentes et sexuelles, bien sûr. Et là, une belle photo de François Collard. Tête avec fourchette. Oui, évidemment, le lien est assez tentant avec... le rapprochement est assez tentant avec les deux fourchettes que Charlot, dans La ruée vers l'or, prend avec les petits pains et qui fait la danse avec les petits pains qui deviennent des chaussons de danseuse. Moi, c'est le lien que je vois. Alors là, un extrait de Monsieur Verdeau, probablement. Je ne l'ai pas revu. Oui, on rit encore et toujours. Un extrait des Limelight, les feux de la rampe. Avec Buster Keaton, il a eu la gentillesse, pas mal. Il se déguise très rapidement. Il se grime. Voilà, Buster Keaton, l'homme qui ne riait jamais. Beau renvoi d'ascenseur quand même, enfin, là, tous les deux, belle image. Et en plus, ils jouent deux comiques sur le retour, enfin, qui ont du mal à trouver leur place. Le film date de... je ne sais plus de quand... je ne sais plus de quand datent les feux de la rampe. On retrouvera ça tout à l'heure. Bah tiens, il joue du violon, justement. Voilà. Rectificatif par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il joue du violon. Alors, c'est plus le personnage de Chaplin, de Charlot. L'horreur de faire de la musique avec un pianiste qui s'y perd dans ses partitions. Vraiment le numéro à deux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en face? Des photos de... Ah oui, c'est de Calder, hein, c'est ça, des photos d'Alexandre Calder. Je cherchais, c'est le nom du photographe, voilà, c'est le nom du photographe, et c'est Calder en train de fabriquer son petit cirque, qui est un univers très enfantin et génial et très créatif, qui bouge, hein, qui s'articule avec des petits contrepoids, des petits fils de fer. C'est génial. Elles sont belles les photos. Calder, on voit souvent des photos de Calder. Bonhomme, un Américain, il était américain, c'est ça, non? Enfin, il est mort aux États-Unis en tout cas, Alexandre Calder. Et là, je me souvenais pas de son apparence jeune comme ça. Évidemment, c'est toujours poignant de voir les artistes aussi en train de travailler là. Donc, ils confectionnent un petit cirque en fil de fer. Donc, ils ont dû passer en face évidemment des extraits du cirque de Chaplin, un court-métrage de la première période. Là, le rapport est évident, hein. Les œuvres dialoguent. Il y a des moments où les œuvres dialoguent, ça se passe de commentaires. Hein. Puis à d'autres moments, c'est à soi-même de chercher. On va aller voir le Fernand Léger, là, que je découvre. C'est le cirque Medrano, bien sûr. Mais oui. Medrano. Ma vue me joue des tours. Le cirque Medrano, bien sûr. On reconnaît bien Fernand Léger, ses formes robotisées, ses formes métalliques, puis sa vision de la ville, un peu oppressante, on ne voit pas le ciel, on étouffe. Mais c'est le cirque, alors c'est coloré. J'aime bien Fernand Léger. Il a un chouette musée à Biot, dans le sud de la France,
qui vaut vraiment le déplacement. Et là, ce sont des artistes de cirque, photographiés par un photographe allemand en 1926. Elles sont touchantes, hein, ces photos. Parce que ces photos noir et blanc, là, qui nous montrent des gens proches de nous. Plein de photos encore, là, qu'est-ce que c'est? C'est sur le cirque, hein. On reste sur la thématique du cirque. C'est Lisette Model, enfin une femme. C'est son nom. Elle était née en Autriche et est morte en 83, en 1983, à New York. Et là, des belles photos très contrastées au cirque, qui jouent avec les éclairages, qui pourraient être avec les œuvres de Calder de tout à l'heure, des trapézistes, des équilibristes, ah oui, oui. Noir et blanc, puissant, hein. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, cette œuvre, je ne la connais pas, pardon. C'est un clown de Walt Kuhn, un Américain. Ça date de 1943. Un Auguste qui ne s'est pas démaquillé. Pas un clown triste, hein. On n'est pas dans Bernard Buffet. Hein. On a évité Bernard Buffet quand même, hein. On a échappé belle. Enfin, je parle des fameux clowns tristes qui étaient dans tous les salons dans les années 70, dans tous les salons un peu bourgeois, qui n'avaient pas sa copie de Bernard Buffet. C'était un peu indispensable au-dessus de la table de salon et du bar. Oskar Schlemmer. Alors là, on est au Bauhaus, cette école très expérimentale en Allemagne, qui a déménagé sans cesse, qui a fini par être fermée quand les nazis sont arrivés au pouvoir. Parce que les nazis, entre autres, de leurs multiples défauts, avaient aussi très mauvais goût en matière d'art. Hein. Faut le rappeler quand même. Et puis les photos de Brassailles, le cirque Fanny, les années 30. Voilà, pareil. La fête foraine, 45.